Salut, c'est Mathieu de Big Buddy. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actu. Si tu veux continuer la discussion et suivre l'actu crypto plus en détail, on a un groupe privé sur Telegram. N'hésite pas, le lien est en bio. T'es le bienvenu, c'est 100% gratuit. Salut l'équipe, comment ça va? Est-ce que tout le monde a passé un bon week-end? Tout le monde a kiffé un peu ce week-end? Moi, j'ai un peu décroché, ça m'a fait du bien. Pas regarder le Discord, de pas regarder les cryptos. De toute façon, il se passe rien. Actuellement, c'est plutôt du côté des obligations où c'est un peu la merde, c'est plutôt un côté du côté de la macroéconomie. D'ailleurs, je me suis un peu intéressé ce week-end à ça, je trouvais ça très, très intéressant. Discuter un peu avec Yann aussi, parce que bon, des fois, il a même assez souvent, il a plus de connaissances que moi à ce niveau-là, donc j'essaye d'apprendre pas mal de choses pour vous expliquer avec mes mots la situation. On va regarder ça un petit peu au niveau des bons du trésor. On va regarder. Qu'est-ce qui se passe du côté du Japon aussi? Parce que bon, on voit que c'est pas tout beau, tout rose. Et il y a une annonce ce matin qui nous a fait un peu décoller en quelque sorte l'indice, le Nikkei. Donc c'est l'indice comme le 440, c'est la même chose au Japon. Donc on va regarder ça. Il y a deux projets que vous avez présentés. Après, quand je dis présentés, c'est je vous les ai montrés, je vous ai indiqué ce que c'était, qu'il fallait peut-être faire des recherches dessus parce que ça avait l'air d'être assez intéressant. C'était Julia OS et Zebec. Les deux, ils ont explosé. Mais vraiment, quand j'ai explosé, c'est Julia OS, voilà. OK? Hein, par exemple, celui-là. Donc, on va aller voir du côté des ETF. Déjà, pour commencer. Alors, aujourd'hui, c'est... comment ils appellent ça, là? Ah, je sais plus comment ça s'appelle aux États-Unis. Le Memorial Day, voilà, c'est ça. Donc, normalement, il n'y a personne qui travaille. Enfin, il y a des choses qui sont pas ouvertes. J'ai regardé la bourse américaine est ouverte. Mais il y a aujourd'hui, il y a des jours, enfin, je pense que c'est férié. Donc, on voit quand même que le 23 mai, 430 millions d'achats sur Bitcoin du côté de notre ami BlackRock. 211 millions au total, 934 avant. Bref, OK, les institutions sont là, elles se positionnent sur Bitcoin, ça rentre, il n'y a aucun problème. Ethereum, pareil, BlackRock commence à s'intéresser d'un peu plus près à Ethereum. On voit que les sommes sont déjà un peu plus importantes et c'est vraiment que eux, hein. Regardez le reste, c'est du zéro partout, quoi. Il n'y a rien du tout. Donc, BlackRock s'intéresse à Ethereum. Voilà, du côté des ETF, je pense qu'il n'y a pas plus de choses à dire que ça. On voit clairement que de toute façon, les grands sont là, ils sont dans la, les institutions sont présentes et elles achètent du Bitcoin. Et si on regarde un petit peu du côté des graphiques, donc on va commencer avec notre ami BTC. Voilà, BTC. Bon, bah, il y a eu cette belle baisse. Franchement, c'était une belle baisse quand même, hein. Vraiment un truc assez magnifique. Euh, qui était dû à l'annonce de Trump, 50% des tarifs sur l'Europe, pardon. Et là, ce matin, il a dit, oui, bon, je laisse à l'Europe jusqu'au 9 juillet avant de mettre les 50%. On leur laisse le temps de négocier et on verra bien. Donc, forcément, le marché est un peu reparti. Tout le monde s'est dit, youpi, on a de nouveau un sursis, on repart. Est-ce que c'est ça ou pas? Franchement, je sais pas si une annonce comme ça peut faire tout remonter d'un seul coup comme ça. Ça reste à voir. Les market makers, de toute façon, ils utilisent ce genre d'informations pour vous faire dumper un marché. C'est sûr et certain. C'est comme ça que ça se passe. Et quand on regarde les zones, en général, où, je sais pas, je vais mis ça. Bref, on regarde les zones où ça s'arrête, on voit clairement qu'on est venu combler l'imbalance. Vous voyez, de là à là, il y avait une grosse imbalance. Bon, ben voilà, on a comblé, fair value gap, allez hop. Rebond sur la trendline, rebond sur la trendline, et on décolle. C'est pas si mal. C'est pas si mal du tout pour Bitcoin. Sa dominance, elle est toujours très forte. Elle stagne un peu, mais bon, voilà, il faudrait vraiment qu'elle passe sous les moyennes. On voit même que la moyenne jaune, donc la short, elle, elle commence vraiment à partir très 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 haut. Et la bleue se stabilise. Donc, ouais.
C'est pas non plus le meilleur signe qu'on puisse avoir actuellement sur la moyenne, enfin sur la dominance. Elle est très très forte et elle a l'air de rester. Du côté de Tao, pas grand-chose à dire. Bon, XRP, ça bouge pas. C'est très calme. Voilà, on est vraiment. On dirait que les 2,30, il en a fait son socle, quasiment 2,25, 2,30. Là, on a toujours cette imbalance qu'on n'a pas prise, faire value gap au 2,22. Une mèche, c'est pas déconnant, ça peut aller très vite, hein. Une petite annonce bien pourrie du côté des États-Unis et c'est fait. Après, on est bon, on chope les 2,22. Ça peut aider peut-être à relancer de nouveau la machine. Il y a un peu de liquidité à prendre ici, hein, quand même. Et voilà. Ensuite, ah ouais, donc du coup, on va aller voir forcément les indices. Donc ça, c'est le contrat à terme sur le Nasdaq. C'est le futur. Impressionnant, hein. Ça, c'est pas mal, ça carbure. Sur le S&P 500, pareil, belles ouvertures. Là, on voit que, voilà, c'est ça que je disais, il n'y a pas de pré-marché. Voilà, c'est pour ça, c'est bizarre. Pourquoi les futurs, ils sont ouverts et pas les autres? À moins que ce soit déjà ouvert la bourse. Je raconte peut-être des conneries, moi. Et il me semble que c'est un jour férié aux États-Unis. Bon, bref, on s'en fout. Du coup, oui, voilà. Donc, le S&P 500, comme on peut voir, voilà, le rebond magnifique, pile poil sur la EMA 20. Magnifique, rien à dire. Le Japon, donc ça décolle, hein. Ça décolle forcément. Pourquoi ça décolle? Bah, parce que il y a eu cette annonce du côté du Japon qui nous dit que ils viennent d'injecter ou ils vont injecter 900 millions de dollars. Voilà. Le Japon annonce un plan d'urgence de 900 milliards de yens, excusez-moi, donc 6,3 milliards de dollars pour faire face à l'impact des tarifs douaniers américains. Le Nikkei explose à la hausse. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est ce qu'on voit là. Le Japon va pas bien du tout au niveau macroéconomie. Les bons du trésor japonais, c'est une catastrophe, hein. Ils ont explosé sur 30 ans, sur 20 ans et sur 10 ans. Donc maintenant, l'annonce d'aujourd'hui fait que oui, ça aide. On se dit c'est bon, il va y avoir de la liquidité. Donc de la liquidité, pardon, de la liquidité signifie quoi? Bah, tout simplement que on va pouvoir acheter les bons du trésor. Donc le trésor va être content. Ils vont pouvoir injecter de la liquidité dans le marché. Donc voilà, du côté des graphiques, il n'y a pas grand-chose à dire. Le Brent, il se maintient. Franchement, le Brent, ouais, il se maintient, quoi. C'est pas non plus la folie. La Total 3, pareil, toujours très stable. Marché assez calme. Il n'y a que Bitcoin qui bouge. On a compris que les altcoins, ça bougeait pas. Enfin bref, voilà. Dominance de l'USDT, ça continue, ça se stabilise. Others, on fait que descendre. Les altcoins se font défoncer. De toute façon, je veux dire, même si Bitcoin il monte, les altcoins ils bougent pas des masses. Mais vraiment pas des masses. Donc voilà. Après, du côté de la M2, on va juste la mettre comme ça. Je ne vais pas la régler, mais on va voir ce qu'elle nous fait au niveau. Voilà, elle fait que monter, hein. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et on est toujours corrélé, hein. Ça c'est sûr et certain. Voilà, on voit qu'on continue de monter. Donc non, franchement, c'est pas mal du tout. Le Bitcoin, ouais, il est solide, hein. Il est solide. Donc on va voir ce qui va se passer cette semaine. Cette semaine, on a des annonces assez importantes, comme on peut voir. On va mettre celles les plus importantes. On va pas prendre ça. Hop, voilà. On a le FOMC Minute, Jerome Powell qui parle mercredi à 19 heures. Et on a l'inflation corps PCE à 13h30 vendredi. Et comme on peut voir, l'inflation est en train littéralement d'exploser. On a une montée de l'inflation qui est probablement due aux tarifs, hein. À mon avis, il y a de grandes chances que ce soit les tarifs que notre ami Trump a mis en place. Donc ça, c'est pas bon, pas bon, pas bon du tout. Reste à voir comment la Fed va l'interpréter. Et en parlant de la Fed, là, on commence à voir vraiment que le marché ne price aucune baisse de taux au mois de juin, aucune baisse de taux au mois de juillet. Maintenant, il y aurait une baisse de taux
au mois de septembre, plus rien au mois d'octobre et une au mois de décembre. On est sur deux baisses de taux et ça devient même difficile bientôt d'avoir la baisse de taux au mois de septembre. Là, on commence à se dire qu'il y aurait peut-être même plus de baisse de taux pour 2025. Alors, c'est les traders, on verra bien le bilan de la Fed justement au moment du FOMC. Quand on aura ça, là, on aura le bilan de la Fed ce mois-ci et on verra ce que eux ils ont comme target. Est-ce qu'on est toujours au 3,9 qu'ils avaient prévu avant la fin de l'année? Que voilà, on est 3,9 de taux d'intérêt. Donc, ça serait deux baisses de taux de 0,25 en quelque sorte. Ça reste à voir. C'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. On verra bien comment ça se passe. Mais le rapport sera très, très important. Donc voilà, en gros, inflation en hausse, FOMC à venir et pour le moment, aucune baisse des taux prévue. Donc, on est en stand-by, on attend, on regarde. Voilà ce qu'il faut. Alors, ensuite, là, il y a le prix du Bitcoin devrait grimper en flèche suite à la rupture des marchés obligataires. C'est ouais, c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer. Alors, comment ça se danse? Donc la hausse des rendements obligataires, donc on parle des bons du Trésor, d'accord, reflète une inquiétude croissante concernant la stabilité budgétaire et l'inflation, ce qui conduit certains investisseurs à remettre en question le rôle traditionnel du Trésor américain en tant qu'actif refuge. Donc en gros, ça y est, les institutions, les grosses banques, elles n'achètent plus de bons du Trésor. Le Trésor émet des bons. Donc, quand on parle du Trésor, hein, on dirait aller le ministre des Finances, en quelque sorte, émet des bons, mais plus personne veut les acheter. Donc là, c'est une catastrophe. Parce que quand le Trésor émet des bons, pourquoi est-ce qu'ils émettent des bons? C'est parce qu'ils ont besoin d'argent pour injecter dans, je sais pas, tout ce qui est l'économie du pays. Et là, plus personne s'intéresse aux bons du Trésor. Ça veut dire que les gens pensent que la dette, elle est plus bonne. Ils n'arriveront plus, en fait, à solder la dette. Ils n'arriveront plus à la baisser. On est quand même sur les États-Unis, ils doivent sortir 9 000 milliards de dollars avant la fin de l'année pour pouvoir rembourser les intérêts de la dette. Juste les intérêts de la dette. 9 000 milliards avant la fin de l'année. Donc le Bitcoin défie les modèles de risque conventionnels, augmentant non pas malgré la détérioration des conditions macroéconomiques, mais peut-être à cause d'elles. Alors pourquoi les rendements des bons du Trésor américain sont-ils si importants? C'est ce que je viens de vous dire. Lorsque les rendements des obligations américaines augmentent, donc quand ça, là, ça augmente, quand on passe à des augmentations, hop, tac, allez, on prend lui, on s'en fout, 20 ans, bref. Voilà, quand on passe à des augmentations des bons du Trésor, les rendements, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous achetez du bon du Trésor, la, l'État américain, le gouvernement américain, donc le Trésor, va vous donner 4% d'intérêt. Donc, plus les gens vendent les bons du Trésor, parce qu'ils ont plus confiance aux États-Unis, plus les intérêts vont monter. Et ça, c'est de l'intérêt de la dette. C'est-à-dire que ils vont devoir emprunter plus d'argent pour pouvoir vous rembourser. Et plus les intérêts sont hauts, et plus ils vont devoir emprunter de l'argent pour pouvoir payer vos intérêts à vous, parce que vous, vous avez mis des millions, des milliards de dollars, et vous voulez toucher vos 4% à l'année. C'est exactement ça qu'il faut qu'ils payent à la fin de l'année, c'est-à-dire les 9 000 milliards de dollars à la fin de l'année. Ça consiste aux intérêts. Donc, vous avez les bons du trésor à 20 ans, les bons du trésor à 30 ans, les bons du trésor à 2 ans, les bons du trésor à 40 ans, bref. OK? Donc là, ça veut dire que sur 10 ans, ceux qui ont des bons du trésor sur 10 ans, ils touchent 4,50 à la fin de l'année. C'est pas terrible parce que ça veut dire que le gouvernement va devoir trouver de l'argent pour pouvoir payer ces gens-là. Et qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir payer ces gens-là? Eh ben, c'est pas compliqué. Il va émettre des bons du trésor et la Fed va recréer de l'argent. Parce qu'il va émettre des bons du trésor. OK, comment ça fonctionne? On a besoin d'argent.
Le Trésor émet des bons. Les institutions, elles arrivent. Les banques, elles arrivent. Les gros fonds, tout, achètent des bons du Trésor. Donc la liquidité, il la donne à qui? Il la donne au gouvernement américain. Le gouvernement américain est content, il a de l'argent. Par contre, il sait qu'il doit rembourser à 4,50 tous les ans sur 10 ans. Enfin là, cette année, quoi. Après, ça dépend de comment ça se passe, ça, je ne sais pas trop, mais il sait qu'il doit rembourser à 4,50 là sur 10 ans. Donc tu as forcément le gouvernement, son but à lui, c'est quoi? C'est d'en vendre au maximum des bons du trésor pour que le rendement redescende. Quand le rendement est plus bas, eux, ils remboursent moins. D'accord? Une fois que les institutions, tout ça, elles ont acheté, là, la Fed, elle rentre en jeu. Elle dit, voilà, bon, il y a besoin d'argent sur le marché. Qu'est-ce qu'on va faire? On va imprimer de l'argent. Donc l'impression monétaire, ce qu'il faut savoir, et ça c'était intéressant, j'ai découvert ça ce week-end, je ne le savais pas, peut-être que vous le savez, c'est pas la planche à billets. Quand on dit la planche à billets, ça n'a rien à voir. C'est du numérique. C'est-à-dire, il y en a un, il va dire, il y en a un, il va dire, il a dit combien, Powell, combien de zéros, combien faut mettre là? 8, 9. Allez, on en met 10. Tape 10 zéros, donc allez, c'est parti, 10 zéros sur l'ordinateur, là, entrée, boum, tac, terminé, rideau, fin du bal, de l'argent a été créé. C'est comme ça que ça fonctionne. Cet argent, une fois créé, ils vont l'utiliser pour acheter les bons du trésor aux institutions qu'en ont déjà acheté, du style, comme ça s'appelle, des grosses banques, des choses comme ça. Parce que moi, d'après ce que j'ai cru, enfin, que j'ai cru comprendre, c'est que la Fed n'a pas le droit d'acheter directement des bons du trésor au trésor. Il y a un conflit d'intérêts, ça ferait la Fed un danger, je sais pas trop quoi, là, bref. Donc, ils achètent comme, on va dire, en deuxième circuit. Et là, c'est de l'argent qui vient de nulle part, parce qu'ils viennent de le fabriquer. Ils viennent de mettre des zéros sur un compte, ils viennent simplement de fabriquer. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Et à un moment, la Fed, elle dit, bon, ben, ça fait 10 ans que j'ai les bons du trésor, je les vends. Donc, quand elle les vend, elle va les vendre au gouvernement américain. Une fois qu'elle les a vendus, elle a deux solutions. Soit elle rachète des bons du trésor, et dans ce cas-là, l'argent retourne sur le marché, soit elle encaisse l'argent du gouvernement et elle ne réinvestit pas d'argent. Ça, c'est ce qu'on appelle le quantitative tightening, c'est-à-dire le resserrement quantitatif. L'argent qu'elle a gagné en vendant ses bons du trésor, elle ne le remet pas sur le marché. Donc, elle resserre l'argent. L'argent reste dans les comptes de la Fed et ne l'utilise pas. Ça, c'est quand vous avez une inflation qui est grandissante. Qu'est-ce qu'on fait? On diminue l'apport d'argent qu'il y a sur le marché. Si vous avez trop d'argent, vous avez trop d'inflation. L'inflation, elle va diminuer parce qu'on enlève de l'argent tous les mois du marché. Et comment on l'enlève? Eh bien, comme ça. On vend des bons du trésor et on ne rachète rien derrière. C'est comme ça que ça fonctionne. À peu près. OK? Donc, en gros, c'est ce que vous expliquez l'article. Euh, voilà. Et voilà, ils doivent rembourser voilà, 952 milliards. Oula, je t'ai même. Ils doivent rembourser 952 milliards de dollars en 2025 avec les intérêts des bons du trésor. D'accord? C'est assez, ça peut faire très mal. Le président américain Donald Trump a clairement indiqué à plusieurs reprises que la baisse des rendements figurait parmi ses principales priorités économiques. Bah oui, forcément, c'est ce que je vous disais, quand les rendements sont trop élevés, ça veut dire qu'ils doivent rembourser énormément d'argent. Et ça, ça, les États-Unis, ça ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des rendements bas et que tout le monde achète des bons du trésor américain. C'est pour ça que vous avez des pays comme le Japon, la Chine qui détiennent une grosse partie de la dette américaine. Mais s'ils se rendent compte que la dette américaine, c'est plus solvable, ils vont vendre. Ils vont vendre les bons du trésor au trésor américain. Le trésor américain n'a pas d'autre choix que de les racheter. Mais si le trésor américain n'a plus d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il en fabrique. Et s'il voit que là, c'est plus possible d'en fabriquer, c'est la faillite, hein.
C'est fini. C'est-à-dire qu'ils vont dire, je sais pas, le Japon va dire, bah, nous, on vend tous nos bons du trésor qu'on a, les bons du trésor américains. Bah, les Américains disent, bah, écoutez, les gars, non, bah, désolé, mais on peut pas les acheter, on n'a plus de sous. Voilà. Là, notre dette, elle est à 36, je sais pas quoi, là. Et là, du coup, c'est la folie, quoi. 36 000 milliards de dettes. Et non, non, ben non, c'est plus possible. Donc, c'est tendu. On est sur vraiment le fil du rasoir au niveau macroéconomie. C'est intéressant ce qui est en train de se jouer. Le Japon, c'est pareil. Le Japon, il est mal barré aussi. Parce que le Japon, lui, il faut savoir que les 90% de la dette est détenue par le Japon lui-même. Donc, plus de 50% est détenu par la Bank of Japan. Et la Bank of Japan, elle a toujours fait en sorte que ses taux soient bas pour permettre à tout le monde d'emprunter du yen. Donc toutes les entreprises japonaises, elles achetaient du yen, elles empruntaient du yen à des prix défiant toute concurrence. On était quasiment à 0% d'intérêt. Donc qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles prenaient le yen et elles allaient investir sur les marchés américains. Comment? En achetant des bons du trésor ou en achetant du Apple, en achetant des choses comme ça. Mais la Bank of Japan détient énormément de bons du trésor américains. Là, s'ils voient que le Japon, ça va pas, et qu'en plus de ça, les rendements sur les États-Unis, tout ça pue, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vendre. Parce que de toute façon, ils vont vendre les bons du Trésor pour pouvoir avoir de l'argent. Parce qu'ils sont endettés de 260%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 260%, ça veut dire quoi? 260% du PIB, on dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, le PIB, c'est ce que vous produisez en quelque sorte pendant un an. Et bien, 260% d'endettement, vous allez emprunter 2,6 fois plus que ce que vous produisez. Voilà. Et là, c'est ce que fait le Japon. Un endettement colossal comparé à son PIB. Bref, vous avez compris le système. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont vendre les bancs du trésor américain parce qu'ils ont besoin d'argent. Donc, les bons du trésor, qu'est-ce qui va se passer du côté des États-Unis? Les rendements, ils vont encore plus exploser. Et là, c'est sans fin. Donc, pour calmer tout ça, ben, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Imprimer de l'argent, racheter des bons du trésor pour redescendre le rendement. Mais si vous imprimez, vous créez de l'inflation. C'est un bordel sans nom. D'accord? Donc là, maintenant, il va falloir qu'ils se débrouillent, qu'ils stabilisent tout ça, mais ça va saigner. Ça va vraiment saigner à un moment ou à un autre. Donc voilà, tac, 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 la hausse inquiétante des rendements aux États-Unis et au Japon. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Les rendements des obligations américaines à 30 ans atteignent 5,15%. Vous vous rendez compte? 5,15%, c'est énorme. Ça veut dire que les États-Unis doivent rembourser 5,15% sur ceux qui ont acheté des bons du Trésor à 30 ans. Son plus haut niveau depuis octobre 2023. Et avant cela, un niveau jamais vu depuis juillet 2007. Le rendement à 10 ans s'élève désormais à 4,48, celui à 5 ans à 4% et celui à 2 ans à 3,92. Ça en fait de l'argent. Ça en fait de l'argent. Ça en fait de l'argent, ben, ça fait tout simplement de l'argent, 952 milliards de dollars. C'est ce qu'ils doivent trouver les États-Unis avant la fin de l'année pour pouvoir rembourser les intérêts. C'est tendu, hein. Pour la première fois depuis octobre 2021, l'écart entre les obligations américaines à 5 et 30 ans s'est creusé à 1%. Cela suggère que les marchés anticipent une croissance plus forte, une inflation persistante et un environnement de taux haut pour longtemps. Voilà, les taux, vous voyez, il n'y a aucune raison que Powell baisse les taux. Avec un marché comme on a actuellement, il n'y a aucune raison qu'il baisse les taux. Baisser les taux, c'est un suicide. Si vraiment Powell il sort une baisse des taux, là, je ne sais pas d'où il la sort, j'en sais rien, mais c'est un suicide. Tous les bons du trésor, les gens vont les vendre parce que dans ce cas-là, avec une baisse de taux, qu'est-ce qui devient intéressant? Les marchés à risque. Il y aura plus d'argent qui va arriver sur les marchés à risque. Il ne peut pas baisser les taux. Enfin, c'est quelque chose qui est inconcevable. Avec l'inflation en plus qui est en train de remonter et tout, c'est même pas la peine. Et le problème est aggravé par le fait que le Japon est le plus grand détenteur étranger des bons du Trésor américain. Voilà, c'est ce que je vous expliquais. D'accord? Les investisseurs japonais détiennent actuellement 1130 milliards de dollars de dette publique américaine,
soit 350 milliards de dollars de plus que la Chine. Donc, s'ils veulent, ils diront, écoutez, nous, le Japon, là, on n'en peut plus, là, on a besoin d'argent. On vend les bons du trésor américain. Eh ben, tu vends les bons du trésor américain, il y a tout qui explose. C'est horrible. Pendant des décennies, les institutions japonaises ont emprunté à bas prix, c'est ce que je vous disais, sur leur territoire pour investir dans des obligations et des actions américaines. Une stratégie connue sous le nom de carry trade. Voilà, c'est ce qu'on a vécu le 5 août, le lundi, le fameux lundi noir qu'on a eu le 5 août l'an dernier. Cette époque touche peut-être à sa fin. En mars 2024, la Banque du Japon a commencé à relever ses taux d'intérêt de moins 0,1 à 0,5%. Depuis avril, le rendement des obligations japonaises à 30 ans a bondi de 100 points de base, atteignant un record historique de 3,1%. Le rendement des obligations à 20 ans a atteint 2,53%, un niveau jamais atteint depuis 1999. Le 19 mai, le Premier ministre de, comment il s'appelle là, bon, bref, Shigeru Ishiba là, au Japon, a même averti le Parlement du pays que la situation de son gouvernement criblé de dettes était pire que celle de la Grèce. Pire que celle de la Grèce. Un aveu surprenant pour un pays dont le ratio dette-PIB est de 260%. C'est ce que je vous expliquais. Ils empruntent 2,6 fois plus que ce qu'ils produisent. Donc, ça craint, hein. Ça craint. Maintenant, certains disent tout ça, c'est tout bénef pour Bitcoin. Alors que les États-Unis continuent de s'enfoncer dans la spirale de la dette et que le Japon pourrait entamer la sienne, l'économie mondiale est loin d'être en voie de reprise, ce qui pourrait être un bon signe pour Bitcoin. Traditionnellement, la hausse des rendements obligataires freine la baisse des actifs risqués. Eh oui. Pourtant, les actions et le Bitcoin continuent de grimper. Cette divergence suggère que les investisseurs s'éloignent peut-être des stratégies traditionnelles. C'est ce que je disais, ils n'ont plus confiance en la dette. Les bons du trésor, c'est plus attractif pour eux en fait. Lorsque la confiance dans le système s'érode, les actifs extérieurs comme les actions et le Bitcoin commencent à se démarquer, même s'ils sont considérés comme risqués. De plus, entre le Bitcoin et les actions américaines, un nombre croissant d'institutions choisissent le Bitcoin. Voilà. Comme le souligne The Kobeissi Letter, 38% des investisseurs institutionnels étaient sous-pondérés en actions américaines début mai, soit le niveau le plus bas depuis mai 2023, selon Bank of America. OK? Donc, c'est vraiment intéressant ce qui est en train de se passer. On surveille de très, très, très près le marché obligataire américain et japonais. Surtout avec cette recrudescence de l'inflation, plus le fait qu'on n'aura peut-être pas la baisse des taux comme prévu, les taux au Japon, les taux aux États-Unis, enfin bref, les bons du trésor, tout ça, quoi. Donc, il faut faire très attention à ça. Il va falloir, comment dire, surveiller ça de très, très près. Voilà. Ensuite, Coinbase. Tempête pour Coinbase. Accusation de tromperie et recours collectif aux États-Unis. La semaine dernière n'aura pas été de tout repos. Vous avez vu ce qui s'est passé sur la plateforme Coinbase. Il y a eu une fuite de données de plus de 70 000 utilisateurs. Et ça vient d'Inde. En fait, il y a un service client qui est basé en Inde et les employés, apparemment, auraient balancé des données, la data, sur les utilisateurs de Coinbase. Donc, Coinbase fait l'objet d'un recours collectif. Coinbase ciblé par un recours collectif suite à la fuite de données. Okay, donc, c'est ce qui s'est passé. En parallèle à l'annonce de la fuite de données subie par Coinbase, l'action de l'entreprise a pris un coup. Elle est passée de 275 à 260 dollars en fin de semaine dernière. Et ça ne plaît pas aux investisseurs du tout. Et ils l'ont dit, ils ont déposé auprès du tribunal du district de Pennsylvanie un recours collectif. Donc, il y a un mec qui s'appelle Brady Nessler. Il s'est attaqué à Coinbase, à Brian Armstrong et son CEO, et Alessia, je ne sais pas c'est quoi, JAS, la directrice financière. Voilà. Lui, ce qu'il reproche, en fait, c'est à Coinbase et à ses dirigeants d'avoir fait des déclarations publiques fausses ou trompeuses ou d'avoir omis de divulguer des faits essentiels concernant la conformité de leur filiale britannique, donc CB Payment Ltd, ça s'appelle CBPL, notamment dans le cadre de réglementation anti-blanchiment du Royaume-Uni. De ce fait, celle-ci cherche à obtenir des compensations pour les investisseurs ayant acheté l'action entre le 14 avril 2021 et le 14 mai 2025.
Voilà, donc Coinbase encore bien au centre de plein de choses. On sait qu'ils sont aussi en liste pour acheter Circle. Julia OS, je vous en ai parlé. Tout va bien pour Julia OS. C'est ce qu'on peut voir. Ça performe 17% aujourd'hui, hein. Tout va bien. Magnifique projet sur les agents IA. Je vous ai montré un peu ce que c'était dans les anciennes vidéos. Vous irez voir si vous voulez. En tout cas, franchement, ça marche bien. C'est propre. Ah, alors, c'était quoi ce qu'on devait regarder? Oui, ça, c'est intéressant. Un nouveau document par la Fondation Axelar et la Fondation de développement Stellar. Axelar aide au paiement transfrontalier pour Stellar en utilisant des pièces stables pour les monnaies fiduciaires. C'est beau ça. Magnifique. Magnifique. Axelar et XLM. Je vous le dis, hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez sur Axelar, hein. Moi, j'en ai pas acheté, d'accord? Mais c'est un projet fantôme. En gros, il est derrière plein de projets et on ne le sait pas. Voilà. Il y a plein de projets qui l'utilisent et on n'en a pas conscience. On ne sait pas qu'ils permettent de faire l'interopérabilité ou le bridge entre tel projet, tel blockchain, tel truc, tel stable, bref. Mais ils sont partout, 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 partout. Très, très gros projet Axelar. La marque de montre de luxe Frank Muller, pardon, dévoile une montre Frank Muller et Solana en édition limitée lors de l'événement Solana Accelerate. Seulement 1111 montres seront créées au total. La montre est dotée d'un QR code personnalisé selon l'adresse du portefeuille Solana de son propriétaire. Eh ben, qui c'est qui va avoir ça? Le marché filtre un flirt à nouveau avec une résistance importante, comme avant l'explosion du précédent ATH de 2024. On rebondit encore et encore. Premier palier détecté, les 116 000 dollars. Le marché ne monte jamais en ligne droite. Bah oui, c'est vrai ça. Le stablecoin supply ratio est formel. Le capital afflue, mais on n'est pas encore en zone de surchauffe. Le marché a de l'appétit, mais pas d'indigestion. Bah oui, encore le temps. Ah oui, large. Sur les stablecoins. Ouais, c'est propre. Alors, sur Quant. Maintenant, je comprends parfaitement pourquoi Quant a breveté Overledger. Ils ont breveté un système de suivi des transactions interchain garantissant l'enregistrement de toutes les informations sans duplication ni doublon. Dans un système hors chain sécurisé, ces journaux actualisent ensuite les états dans les systèmes bancaires traditionnels. Overledger crée un enregistrement inviolable de toutes les transactions provenant de DLT connectées via des passerelles. Il crée un journal virtuel hors chain, puis l'utilise pour mettre à jour les données dans les systèmes bancaires ou les services externes. C'est comme un grand livre virtuel, une blockchain d'événements interchain. Ils ont breveté la méthode d'extraction de ces informations, par exemple un échange entre blockchains. Ils s'assurent d'abord que l'échange se déroule de manière atomique, puis enregistrent les données dans leur enregistrement virtuel. Atomique, ça veut dire quoi? Atomique, c'est simplement que, en gros, il faut que les deux parties, donc le destinataire et l'expéditeur, se mettent d'accord pour la transaction. S'il y en a un qui n'est pas d'accord pour la transaction, elle est annulée. En quelque sorte, c'est ça, d'accord? Ça empêche la perte de vos cryptos, ça empêche des transactions falsifiées, le blanchiment d'argent, enfin bref, tous ces trucs-là. C'est mis en place pour aider tout simplement à avoir une liquidité, enfin quelque chose de très très fluide sur le marché. Cet enregistrement prouve que l'échange a eu lieu, quelle chaîne, quel portefeuille et quel actif était impliqué. Voilà, en gros, c'est ça aussi. Pour les banques, cette journalisation signifie une preuve des transactions. Mettez à jour votre système Tradify en toute simplicité. C'est un véritable chef-d'œuvre, honnêtement. Système bancaire gère l'argent traditionnel et ses états. PayScript automatise les tâches simplement. Overledger garantit des journaux DLT vérifiables et inviolables. L'application bancaire souhaite envoyer. Ah oui.
I souhaite envoyer X jetons. PayScript traduit, Overledger s'exécute et enregistre. Les journaux mettent à jour le système bancaire, ils affichent les soldes et les informations dans l'application. Quant est en train de changer la finance mondiale, ce n'est plus un peut-être. Quoi? Ce n'est plus. Ah oui, un peut-être, ils ont des années d'avance. Ok, tout à fait. Donc, ouais, franchement, ouais, c'est propre, hein, Quant, hein. C'est très, très, très propre, hein. Ouais, magnifique. Ah, notre ami la M2. Qu'est-ce qu'il nous dit, notre pote là? Masse monétaire mondiale M2 vs BTC. La Global L2 vient de mettre en place un nouvel ATH. Bah oui, encore un ATH, hein, c'est ce qu'on disait. Le BTC continue de suivre comme sur des roulettes. Le sentiment social n'est toujours pas convaincu que la récente cassure du BTC, ainsi que son nouveau test et son maintien comme support sont extrêmement bullish. Poussez le plus haut pour inquiéter les sceptiques. Aucune autre mesure du Bitcoin n'est en surchauffe. Le CBBI est à 79. Il reste encore beaucoup d'énergie dans ce réservoir. Beaucoup. Eh oui, tout à fait. Il y a encore ce qu'il faut. Le Qatar Financial Center prévoit de tokeniser l'immobilier en commençant par des tours de plus de 500 millions de dollars. Nous explorons également les fonds tokenisés et les règles relatives aux actifs numériques. C'est tombé aujourd'hui, c'est sur XRP Ledger. L'expert Dustin Layton déclare que les prix d'XRP d'aujourd'hui sont une entrée générationnelle, compare XRP à Bitcoin à 0,05 dollars. Alors lui, il est chaud. Ah, lui, il est chaud. Le trader James Wine a clôturé sa position longue de 1,2 milliard de dollars en BTC cette nuit entre 6h40 et 7h27. Ces transactions cumulées en BTC ces derniers jours ont généré un bénéfice global d'environ 8,45 millions de dollars. Bien joué, Johnny. Si vous envisagez de vendre pendant cette période haussière, assurez-vous d'avoir décidé si vous voulez vraiment vendre sur un SEX ou si vous êtes prêt à vendre sur le grand XRP Ledger DEX dans cette période haussière. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des frais optimisés, encaisser la lenteur sur une longue période, la capacité de ne pas se soucier des travaux d'entretien, aucun tracas réglementaire au début. C'est vous qui décidez quand nous commençons à boycotter les SEX. En fait, tout le monde veut passer sur les DEX pour que les SEX n'aient plus du tout la liquidité nécessaire. Okay, et on sait bien que le XRP Ledger a son propre DEX. Ça, je vous l'ai mis dans le channel XRP. On va aller voir ça après. Ça aussi, pareil, on va aller voir ça après. On va aller voir ça maintenant, comme ça, bon, c'est fait. Voilà. Alors, le fondateur de Cardano affirme que le RLUSD pourrait rejoindre ADA, mais la stratégie repose sur l'acquisition de Circle. L'acquisition de Circle pourrait modifier la stratégie de RLUSD. Selon Hawkinson, la spéculation sur l'avenir de Circle constitue un facteur majeur influençant la feuille de route du RLUSD. Il a souligné que des discussions sont en cours concernant une éventuelle acquisition de Circle par Ripple, dont la valeur serait estimée à environ 11 milliards de dollars. Ripple pourrait acheter Circle pour 11 milliards de dollars. Cette acquisition potentielle pourrait modifier considérablement les plans d'intégration de RLUSD. Si le RLUSD devait fusionner avec Circle, l'ensemble de son processus de cotation et de son développement nécessiterait une réévaluation. Franchement, d'après ce que j'ai lu des développeurs sur le XRP Ledger, il n'y aurait aucune fusion. Il y aurait toujours le RLUSD d'un côté et l'USDC de l'autre. Il n'y aurait jamais une fusion entre les deux. Le RLUSD, il est natif de la blockchain du XRP Ledger. Non, c'est pas possible. Enfin, je doute vraiment que, ouais, franchement, ça m'étonnerait. Magnifique. XRP Ledger alimentera le projet révolutionnaire de tokenisation immobilière de Dubaï. C'est ce qu'on venait de voir à l'instant. C'était là. Voilà. Ouais, franchement, voilà, c'est beau. C'est magnifique. Le Dubai Land Department, DLD, a sélectionné le XRP Ledger comme infrastructure blockchain pour son projet inaugural de tokenisation immobilière.
CTRL a été fournisseur d'ingénierie financière et d'infrastructures d'actifs numériques, a annoncé cette initiative dans un communiqué de presse. Son lancement officiel a été confirmé en partenariat avec l'autorité de régulation des actifs virtuels, la Dubai Future Foundation et la plateforme immobilière Pripco. Cadre réglementaire conçu pour l'immobilier tokenisé. Le projet introduit un nouveau cadre pour l'investissement immobilier, permettant la tokenisation des titres de propriété via une blockchain publique. CTRL a été choisi comme partenaire de tokenisation à développer l'infrastructure en étroite collaboration avec le DLD. Ce cadre assure la synchronisation entre les registres fonciers traditionnels et numériques en s'alignant sur les systèmes d'enregistrement existants à Dubaï. En établissant un environnement conforme pour la tokenisation, le projet répond aux normes réglementaires tout en modernisant le processus de propriété et de transfert de propriété. Magnifique. Avec l'inclusion du XRP Ledger connu pour sa fiabilité de longue date dans la tokenisation et le transfert d'actifs, le projet introduit une base technologique stable pour cette transaction. La propriété fractionnée est désormais disponible. Et ils sont, franchement, heureusement qu'ils sont là, eux. Heureusement qu'ils sont là, sans déconner. Ça, c'est des pays, au moins, ils sont là pour l'évolution. Afin d'élargir l'accès à l'investissement immobilier, la plateforme Pripco Mint propose désormais la propriété fractionnée. Les investisseurs peuvent acquérir des actions immobilières tokenisées à partir de 2000 AED. Donc les dollars, l'argent là-bas, je ne sais même pas comment on dit. Attends, on va aller voir ça. Hop, tac. Hop, tac, 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 tac. En dollars. Combien ça fait ça? Ouais, il faut du temps là, Johnny. AED en dirham. Ok, dirham, oui, je suis bête. Combien ça fait? 540 $. Putain, c'est intéressant. C'est super intéressant. On était où là? Ah, ça y est, je sais plus. Voilà, ici. Cette approche réduit les barrières à l'entrée et permet à plusieurs investisseurs de détenir conjointement un même bien immobilier. Bah ouais, 540 $. Pripco Mint. Ça, faut aller faire un tour sur Pripco Mint. Faut aller voir ce que c'est ce truc-là. Je vais le noter. Alors, Pripco Mint. Tout ça sur le XRP Ledger. C'est bien ça. Le marché de la tokenisation devrait atteindre 60 milliards. 60 milliards de dirhams. Comme détaillé dans le communiqué, l'initiative de tokenisation immobilière devrait soutenir la formation d'un marché immobilier tokenisé de 60 milliards de dirhams, soit 16 milliards de dollars à Dubaï d'ici 2030. Cette projection équivaut à environ 7% du total des transactions immobilières de l'Émirat. Wow! Matt ONG, PDG de fondateur de CTRL ALT, a confirmé que l'entreprise avait collaboré étroitement avec le DLD pour développer l'infrastructure de tokenisation sécurisée qui constitue désormais l'épine dorsale de cette phase pilote. Ripple a également salué cette étape importante en publiant un message sur la plateforme X. C'était quand ça? Eh, c'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Franchement, belle nouvelle pour le XRP. Ensuite, alors là, c'était du lourd. Vous ne voyez pas assez grand avec XRP. Pensez 1 million de fois plus grand, déclare le PDG de Banque Sociale après la réunion de Ripple. John Wingate, PDG de la Banque Sociale et développeur d'Edera, a récemment suscité l'enthousiasme au sein de la communauté XRP après avoir révélé qu'il avait eu une réunion avec l'équipe de Ripple. Son message sur X décrit cette rencontre comme probablement la plus grande réunion de l'histoire des accords internationaux. Ce ton dramatique laisse entrevoir une collaboration potentielle révolutionnaire impliquant Ripple, Edera et Banque Sociale. Ripple, Edera, nos deux petits chouchous. HBA reste essentiel, mais XRP entre en scène. Tout en réaffirmant que Edera et son jeton natif HBA restent un élément majeur de la stratégie de Banque Sociale, Wingate a confirmé un nouvel ajout, le XRP.
Cela pourrait marquer une évolution dans la feuille de route de Banque Social. Plus précisément, cela suggère un effort pour tirer parti de la vitesse de pointe de H-bar et des capacités de liquidité et de règlement transfrontalier de XRP. En réponse à un commentateur qui demandait comment Ripple, Hedera et Banque Social s'articulaient, Wingate a expliqué la situation. HBAR est destiné aux opérations back-end, au contrôle d'état et au réseau d'applications via Hedera Consensus Service. XRP facilite les mouvements d'argent internationaux, en particulier vers des juridictions spécifiques. Le BSL, le jeton natif de Banque Social, permet les prêts, le jalonnement, donc le stacking, et la gouvernance décentralisée au sein de la DAO. Selon Wingate, ces projets créent conjointement un nouveau paradigme financier. Cette intégration en couche suggère une approche ambitieuse de la finance décentralisée dans laquelle chaque jeton joue un rôle spécialisé dans la construction d'une infrastructure financière mondiale de nouvelle génération. C'est beau, hein? La vision du milliard X pour XRP. Wingate concluait son message initial par un défi. Vous ne voyez pas assez grand, voyez grand, puis multipliez-le par un milliard. Cela implique une vision d'échelle monumentale, une infrastructure financière interchain unissant les banques, les blockchains et les juridictions mondiales. Bien qu'aucun partenariat formel entre Ripple et Banque Sociale n'ait été annoncé, le tweet de Wingate suggère que XRP devient un élément clé d'une stratégie auparavant centrée sur Hedera. Cela correspond à une publication du 19 mai sur X dans laquelle Banque Sociale a répondu Multi-chain XRP aussi, à un tweet faisant la promotion de leur plateforme, de leur prochaine plateforme qui permettra aux utilisateurs d'acheter des crypto-monnaies et des actions directement depuis leur compte bancaire et de coopératives de crédit. Ah, c'est pas mal, hein. Ce n'est pas la première fois que Wingate propose une approche multi-chain. Dans un tweet de mars, il a indiqué que Banque Sociale travaillait avec des institutions financières et des gouvernements du monde entier sur la tokenisation d'actifs réels et les mouvements de fonds. Il a notamment souligné que XRP et HBAR étaient des composantes majeures de la stratégie. Wingate a souligné les atouts uniques de chaque actif et a souligné que XRP et HBAR sont membres de l'alliance DEREC. Et ouais, et oui, et oui, ils sont membres de l'Alliance des règles, c'est vrai ça. Cela renforce leur engagement commun en faveur des infrastructures décentralisées. Tout à fait. Magnifique, 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 magnifique. L'adoption de Ripple et du XRP est essentielle pour atteindre les objectifs du G20 en matière de paiement transfrontalier. Un rapport suggère que l'adoption de l'innovation en matière de paiement basée sur la blockchain XRP et Ripple est cruciale pour atteindre l'objectif de transactions transfrontalières du G20. L'activité transfrontalière de Ripple gagne en popularité dans le secteur mondial des paiements. Son expertise transactionnelle basée sur la blockchain à faible coût et en une fraction de seconde a été présentée comme essentielle pour répondre aux besoins des paiements du G20, un conglomérat regroupant les 19 premières économies dont l'Union européenne et l'Union africaine. J'ai lu le dossier, je vous le montre si vous voulez. Il est là et on ne parle que d'une seule crypto là-dedans, si je ne me trompe pas. Ou pas. Non, c'est pas lui, c'en a un autre. Ça, c'est très intéressant ici. D'accord? Ce qu'ils veulent, c'est que, en général, le coût, 1%. 1%, pas plus pour les transferts. La rapidité, 75% des transferts qui sont faits par les grosses entreprises, par les retail, bref, tout ce qui est fait à l'international, il faut que ça arrive en moins d'une heure. Rappelez-vous de, oh, comment elle s'appelait de nouveau, elle? Alicia DiCaprio, la nana de Swift. Elle expliquait que le G20 disait qu'il fallait absolument qu'il y ait des transferts qui soient faits en moins d'une heure à partir de 2027. Ben voilà, on a même la preuve sur leur dernier compte rendu. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Et est-ce que c'est là qu'il y a Ripple ou pas? Je m'en rappelle plus. Ouais, Ripple, ils sont cités là, voilà. Il y a Ripple et Stellar. D'ailleurs, je vous les traduis ici, si je m'en rappelle bien. Voilà, c'est ça. Tac, tac, tac. Il convient de s'associer à des fintechs et à des startups qui innovent dans le domaine des paiements transfrontaliers tels que RippleNet et Stellar. XLM, hein, ils sont toujours là, hein. Toujours là, XLM.
Voilà. Donc, on parle le rôle de Ripple dans un meilleur système de paiement transfrontalier. Il est intéressant de noter que le FPC américain a souligné certains rôles que les prestataires de services de paiement nationaux américains pourraient jouer pour soutenir la vision du G20. Il a encouragé la conformité à la norme ISO 20022 des entreprises de paiement américaines, l'interopérabilité et l'adoption de la technologie des registres distribués, les DLT, comme Edera, comme XRP Ledger, pour réduire les coûts et la collaboration intersectorielle. Plus précisément, l'organisation membre dirigée par l'industrie a identifié RippleNet et Stellar comme des sociétés de technologie financière de premier plan avec lesquelles une collaboration étroite pourrait améliorer le paysage mondial des paiements transfrontaliers. Tous, ils vont tous y passer. Tous, 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 tous. Et après, on nous dit oui, XRP ci, XRP ça. Ils vont tous y passer. Tous. Tout le monde kiffe, tout le monde sait que c'est le meilleur truc, tout le monde sait qu'on en a besoin. Kraken s'associe à BAC et à la fondation Solana pour lancer Xtox, une plateforme d'action et d'ETF tokenisés sur la blockchain Solana. C'est magnifique. Ça, c'est une news. Oh la vache, elle est tellement belle, tellement belle. Alors, on parle de Quant. J'ai arrêté d'acheter du Quant à la mi-2021. Mais, si vous aviez été là, vous savez que que ce n'était pas parce que je suis devenu plus optimiste, c'est plutôt l'inverse. C'est simplement parce que j'ai récupéré environ 95% de mon bag pendant l'ère du stablecoin à 40 dollars. Mais avec toutes les nouvelles récentes, il faudrait peut-être envisager d'en ajouter quelques-unes de plus. Alors, UK RLN interopérable avec le projet Agora, projet Acacia faisant référence au UK RLN, liste des partenaires numériques européens, renouvellement du RTGS de la Banque d'Angleterre. Ça, je vous l'ai montré, je vous ai montré le dossier. Libération du flux quantitatif. Associer cela à toutes les réglementations politiques et normes autour de FinTech DLT à venir et un fanion de plusieurs années prêt à éclater au milieu du cycle haussier, cela se prépare à être la tempête parfaite. Donc lui, il va racheter du courant. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Lui, je ne suis pas trop fan. Qu'est-ce qu'une réinitialisation financière? Une réinitialisation financière survient lorsque le système monétaire, la dette et le commerce actuel deviennent insoutenables et doivent être restructurés généralement en raison d'un endettement excessif, de l'inflation ou d'un déséquilibre économique. Le résultat est un nouveau système monétaire. Mais historiquement, chaque réinitialisation a créé de rares opportunités de créer de la richesse générationnelle. Malheureusement, la plupart le regretteront. Et oui, c'est le moment d'investir. Les robots taxis, allez là. Les robots taxis pourraient générer 34 000 milliards de dollars de valeur d'entreprise d'ici 2030. La capitalisation boursière de Tesla n'est actuellement que de 1100 milliards de dollars. Ah oh, ils rigolent pas, eux. Cathy Wood qui a dit ça. Eh ben, incroyable. Incroyable. C'était quoi ça? Alors. Ah ouais, non, ça c'est trop long. C'est pas la peine. Semler Scientific acquiert 455 bitcoins pour 50 millions de dollars. La société détient désormais 4264 BTC. C'est propre, hein. Je crois que je vais fermer des trucs parce que là, mon ordinateur, il est en train d'agoniser. Hop. La chaîne de fast-food Steak and Shake sort une publicité mettant en avant le fait qu'ils acceptent le Bitcoin comme moyen de paiement dans tous leurs restaurants aux États-Unis. Punaise, c'est fou les pubs qu'ils font. C'est incroyable. Il est où le Bitcoin? Ah ouais, d'accord, ok, super. Carrément. Sponsor Bitcoin 2025. Ah ouais, ils ont mis le paquet là. Bon, ben Charles Hoskinson, hein, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Soutien XRP. Il pense que l'acquisition de Circle par Ripple serait meilleure pour la crypto que Coinbase ou A16Z. Je préférais que Ripple, les gens du XRP, achètent Circle. Merci, c'est gentil. Oki n'est pas juste une autre crypto pump and dump. Il s'agit d'une véritable entreprise avec une réelle adoption soutenue par plus de 15 millions de dollars de financement en capital risque depuis 2018. Tandis que d'autres se contentent de la publicité, Oki progresse. Aujourd'hui, les détaillants, les supermarchés et même les gouvernements s'y intéressent.
La technologie est opérationnelle et fonctionne. Acquisition quotidienne, bien sûr, mais la traction est supérieure à la spéculation. Les burns arrivent et l'équipe exécute comme des pros. Ne vous laissez pas emporter par la peur de rater quelque chose. Réfléchissez bien, touchez à l'herbe et découvrez pourquoi Oki pourrait mener la prochaine vague d'adoption du Web3. Et oui, c'est chaud, Oki, franchement, il y a encore des bonnes nouvelles. Voilà, c'est ça qu'on a vu. Le projet pionnier de tokenisation immobilière du département foncier de Dubaï avec CTRL-ALT est une étape importante pour le marché immobilier de Dubaï. Je ne pourrais pas être plus heureux que le XRP Ledger ait été sélectionné comme blockchain de choix pour ce projet grâce à sa fiabilité et sa stabilité depuis une décennie dans la tokenisation et l'échange d'actifs numériques et réels. C'est propre. Bravo Ripple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ben ça, c'est Julia, hein. Je vous en ai parlé, Julia OS, hein. Qu'est-ce qui est assez rapide pour synchroniser 1000 esprits? Pas Python, pas. Ouais, bon, ça, c'est les. Ça, c'est. Allez, c'est les. Comment on appelle ça, là? Ah, le code. Le codage. Vous avez du codage en Python, vous avez du Rust, vous avez du All Playbook, je sais pas quoi. Ils disent le mieux, c'est Julia, né pour l'IA et conçu pour surpasser. C'est pourquoi nous avons construit Julia Language, le seul langage suffisamment rapide pour suivre l'intention en temps réel. Ils appellent ça la vitesse. Pour nous, c'est de l'instinct. C'est magnifique ce qu'ils sont en train de faire, Julia OS. XDC. Depuis le premier jour, il est évident que XDC Network n'a pas été conçu pour les besoins traditionnels du Web 3. Il a été construit pour une utilité réelle. Et cela s'accompagne d'une adoption par les gouvernements du monde entier à mesure que le commerce numérique devient une réalité. Zanzibar, le gouvernement de Zanzibar a adopté le réseau XDC comme infrastructure DLT pour son bac à sable national blockchain. Alors, je ne sais pas ce qu'il veut dire par son bac à sable. For the national. Ah oui, les sandbox. Ah oui, d'accord, ok. Abu Dhabi, avant le lancement officiel, XDC et TradeFinex étaient tous deux dans le sandbox réglable d'Abu Dhabi Global Market pour tester l'utilité réglementée du financement du commerce. Royaume-Uni, avec l'entrée en vigueur de la loi EDTA du gouvernement britannique, Lloyds Bank and Enigio en a profité et est devenu le premier à émettre une transaction commerciale entièrement conforme à l'EDTA. Singapour, grâce à l'IMDA de Singapour, qui gère son infrastructure commerciale numérique nationale Trade Trust, ils se sont intégrés et ont établi un partenariat avec XDC pour la conformité MLETR. Oh là là, mon Dieu, XDC, c'est de la folie. Qatar, tout récemment, nous avons vu le responsable des alliances et des entreprises d'XDC participer à une table ronde organisée par le Qatar Financial Center sur les cas d'utilisation et les réglementations de la tokenisation. Brésil, Serpro est une entreprise technologique brésilienne appartenant à l'État et qui s'est associée à XDC Network pour l'utilisation de KYC AML ainsi que de la sécurité biométrique. Magnifique. Dubaï, Comtech Gold sur XDC Network s'est associé au DMCC de Dubaï pour la garde physique de l'or, qu'il tokenise sur XDC sous forme de jetons d'or numérique. Oh là là. Inde, T-Hub est un accélérateur de premier plan en Inde et s'est associé à XDC dans le cadre de l'initiative gouvernementale Made in India pour l'incubation de startups DLT en Inde. Au fur et à mesure que le temps passe et que le commerce numérique continue de croître, attendez-vous à ce que cette liste ne fasse que s'allonger. Et n'oubliez pas qu'il s'agit juste de connexion au niveau gouvernemental. Il existe tout un autre monde d'adoption et de collaboration pour XDC dans le secteur privé. XDC est le carrefour où le commerce numérique et l'entreprise DLT se rencontrent. C'est magnifique. Même l'Australie, il n'y a pas longtemps, je vous avais sorti un article. Franchement, c'est magnifique. Ouais, incroyable. On s'en fout. Bitcoin Magazine. Dernière nouvelle, la plus grande conférence mondiale Bitcoin commence dans moins de 2 jours. Établissons un record du monde. Ok. Considérez chaque blockchain comme son propre aéroport. Chaque aéroport gère les vols, les transactions, localement, selon son propre calendrier.
Cela fonctionne bien jusqu'à ce que vous ayez besoin de coordonner des vols entre plusieurs aéroports simultanément. C'est là que notre ami QuantFlow entre en piste. Une banque pourrait vouloir transférer des dépôts tokenisés d'Ethereum vers Hyperledger ou effectuer un échange impliquant plusieurs réseaux. Si chaque aéroport fonctionne indépendamment, une confusion peut survenir. Quelle transaction a été effectuée en premier ou a échoué? Quel avion vous faites décoller ou quel avion vous faites atterrir? Et là, découvrez Overledger de Quant, une tour de contrôle universelle. Elle ne remplace pas les aéroports, mais les écoute tous. Filtre les doublons et les bifurcations et crée une chronologie unifiée. Vous voyez ainsi quelles transactions ont eu lieu, quand et où. Ouais, c'est propre, hein, franchement, Quant. Fondamentalement, Overledger n'est pas une blockchain comme les autres. Il n'y a ni mineur, ni algorithme de consensus. Il s'agit d'une couche hors-chain qui collecte les événements de différentes chaînes et produit un enregistrement unique et inviolable de ces événements. Pourquoi conserver un registre unique? Les banques exigent des preuves claires et vérifiables de chaque opération. Quant détient d'ailleurs un brevet américain décrivant comment classer chronologiquement les transactions de différentes chaînes et créer un registre inviolable. Ils sont chauds, Quant, hein. Franchement, c'est magnifique. Ouais, c'est propre, hein. C'est très, très, très beau ce qu'ils nous font, les amis, sur Quant. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah ouais, ça c'est pareil. Il nous parle de Ripple, ça, on s'en fout. Trump va-t-il geler les lignes de swap en dollars avec la zone euro? La BCE lance un appel d'urgence aux banques européennes pour qu'elles auditent leurs réserves en dollars. De 17 à 20% des prêts en zone euro sont libellés en dollars. Trump menace 50% de droits de douane. Nous avons un déficit de 350 milliards de dollars avec l'Union européenne. Ils n'achètent ni nos voitures, ni nos produits agricoles. Voilà, ils vont acheter, là. Alors, ça peut être sympa. Tu te rappelles quand Kaito a lancé son NFT et qu'on pouvait le choper facilement juste en prêtant attention. Je te parle même pas de la perf du NFT. Eh bien, ça va se reproduire avec Espresso si tu avais les yeux dessus ces derniers mois. Projet d'interopérabilité entre les roll-ups qui a levé 58 millions de dollars. Ils vont lancer une collection qui s'appelle les Composables ou les Composables. Mint le 30 mai. Donc, ça coûte 0,0359 Ethereum par NFT. Il y aura 5000 NFT, environ 10 000 wallets sur les whitelists suralloués, sur Rarichain Bridge via Relay. Mon opinion, c'est un banger. Ça veut dire que un winner, c'est un gagnant, c'est un bon projet. Donc, c'est un banger à venir si tu as chopé une whitelist surallouée. Tout le monde ne mintera pas. Il y a des doublons sur les adresses. Et ça ne m'étonnerait pas que tu puisses en choper également en public. Je doute que tout le monde ait les fonds sur Rarichain afin d'en acheter. Note 1, ça va spéculer très fort sur le NFT comme condition pour choper des tokens lors du lancement, qui aura probablement lieu courant juillet. Il y a sûrement un leaderboard Kaito qui tourne en background. On avait voté pour et qui n'est pas visible sur Kaito. Je pense que ça donnera une partie de la loc. Ok, pas mal. Espresso. Allez, on fait encore du compte. Allez, si vous vous demandez pourquoi Quant n'est pas fort, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas parler? C'est parce que vous ne criez pas lorsque vous travaillez avec les gouvernements, les organismes de normalisation, les géants de la technologie et les banques. Et ouais, c'est ça. Tu te tais et tu construis. Le marketing de détail n'est pas nécessaire pour leurs clients cibles. Ils sont déjà assis à la table. L'argent parle, la richesse murmure. C'est vrai, hein? On n'entend pas parler, mais tout se fait derrière, en fait. Tout se fait en- dans les coulisses. James Wine ouvre une position longue de 684 000. OK, de 684 BTC, soit 75 millions de dollars, avec un effet de levier de x40. Prix de liquidation fixé à 103 190 dollars. Alors lui, hein, lui, franchement, il en met, hein.
il a des sous, lui. Les pays nordiques reconsidèrent leur stratégie de paiement sans espèces. Oh, Vitalik affirme que les technologies décentralisées comme Ethereum pourraient être la solution. Bah, bien sûr, toi, t'es fou, toi. Je n'arrive pas à croire à quel point le Bitcoin a permis de devenir riche si facilement. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'achète pas et ne détient pas de Bitcoin. Même 0,01 Bitcoin aura une valeur inestimable dans 2 ans et vous rendra peut-être très riche. Bien sûr, le Bitcoin connaît des bas et des hauts, mais il en va de même dans la vie réelle. Et c'est Robert Kiyosaki qui a dit ça. Bon, ben voilà, Trump, il a dit qu'il allait décaler les frais de douane pour l'Europe à partir du 9 juillet. Du 9 juillet. Jem Wine, la whale derrière la position longue de 1,2 milliard sur BTC a clôturé toutes ses positions. Son wallet est passé de 100 millions à 49 millions depuis la TH. Il a perdu des sous. Il a perdu des sous. Ah oui, ça, je ne voulais pas montrer. Hop, tac, c'est là. Donc, c'est un truc que j'ai trouvé ce matin. Ripple est l'unique entreprise citée dans le dernier rapport de la banque KFH. Kuwait Finance House est l'une des plus grandes banques islamiques au monde. Au 31 décembre 2024, ses actifs totaux s'élevaient à 36,7 milliards de dollars, soit environ 116. Quoi? Ah oui, un milliard koweïtien. Ok, ok. Soit environ 119,36 milliards de dollars américains. C'est quand même quelque chose qui est énorme comme projet, hein, d'accord? La KFH cherche à être un partenaire clé et un incubateur pour la fintech dans la région. Construire de nouveaux produits et services sur la base d'une infrastructure informatique de dernière génération tout en collaborant avec les fintechs locales et mondiales. Bref, là, ils disent, par exemple, Ripple, d'accord? Donc, c'est un gros truc aussi. Ça, c'est le truc que je viens de vous lire. John Wingate, je viens d'avoir une réunion avec l'équipe Ripple, une réunion formidable, peut-être la plus importante de l'histoire des accords internationaux. C'est ce que tout à l'heure on a vu. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, on a vu aussi, on s'en fout. Circle et Tether continuent d'imprimer massivement des stablecoins. Et ici, on ne parle pas de stable pour sécuriser des gains, mais bien pour être injecté dans le marché afin d'acquérir du Bitcoin. C'est vrai, ça. C'est fou. La hausse est loin d'être terminée. Du côté on-chain, c'est flagrant. Bah ouais, c'est vrai ça aussi. Le Salvador vient d'acheter 8 bitcoins cette semaine. Du coup, ils en détiennent 6187. Et ça vaut à peu près 663 millions de dollars. Ça, c'est intéressant ce qu'il dit. Le saviez-vous, le mécanisme de consensus résistant à la censure du XRP Ledger a conduit au développement du DEX. Et oui, c'est super intéressant ce qu'il nous raconte. Ça, on s'en fout. Le Japon qui, bah voilà, hein, 6,3 millions. Là, il y a un investisseur crypto accusé d'avoir kidnappé et torturé un homme à New York pour récupérer l'accès à son wallet Bitcoin. Une nouvelle histoire un peu folle d'enlèvement et séquestration liée à la crypto s'est déroulée ce week-end, cette fois-ci aux États-Unis. John Vols, 37 ans, a été placé en garde à vue après que sa victime présumée se soit évadée d'une luxueuse maison de ville de Manhattan où il était retenu captif depuis des semaines. Selon les premiers éléments, la victime aurait été ligotée, battue, droguée avec du crack et électrocutée dans le but de le contraindre à révéler son mot de passe de wallet Bitcoin. La victime a déclaré qu'il avait été ligoté par les poignets et torturé pendant des semaines à l'intérieur de l'appartement. Ses ravisseurs l'ont drogué, ont utilisé des fils électriques pour l'électrocuter, l'ont frappé à la tête avec une arme à feu et l'ont même porté au sommet d'un escalier où ils l'ont suspendu au-dessus d'une corniche et ont menacé de le tuer. Une tronçonneuse aurait même été utilisée comme moyen de pression. La victime est un ressortissant italien de 28 ans qui est arrivé à New York début mai et a été enlevé quelques jours plus tard. Il a finalement réussi à s'échapper en échappant à la vigilance de son ravisseur. Wolf n'aurait pas agi seul selon les enquêteurs. Une jeune femme de 24 ans, Béatrice Folchi, aurait également participé au crime. Une perquisition a permis de découvrir de la cocaïne,
une scie, du grillage, des gilets pare-balles, des munitions d'armes à feu, des lunettes de vision nocturne et des photos polaroïdes de la victime, une arme pointée sur la tempe. John Vols a été interpellé par la police en peignoir et pieds nus dans sa maison. Les Wrench attaques, donc les attaques à la clé, des agressions physiques conçues pour extraire de force les informations d'identification de crypto-monnaies, se multiplient de manière très inquiétante partout dans le monde, suscitant de fortes inquiétudes dans toute la communauté. Eh oui, il faut faire attention, là, ça devient grave, hein. Les principaux groupes bancaires demandent à la SEC d'abandonner sa règle de divulgation des incidents de cybersécurité qui oblige les sociétés publiques à signaler les violations dans un délai de 4 jours. Alors, ça c'est intéressant. Pourquoi? Aujourd'hui, les banques, selon la règle imposée par la SEC, s'il se passe quelque chose, si n'importe quoi dans la banque, elles ont 4 jours, 4 jours pour tout résoudre. Si au bout de 4 jours, ça ne fonctionne pas, elles sont obligées de donner des informations à leurs utilisateurs, voilà, à leurs investisseurs, pour pouvoir dire, bah, écoutez, voilà, on a un souci. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a un problème. euh, comment dire, on s'est fait hacker, il y a il y a une faille, enfin, je sais pas, quelque chose comme ça. Et eux, en fait, ils disent, non, 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 on veut plus les 4 jours, on veut plus. On veut choisir quand est-ce qu'on divulgue. C'est, c'est pas, enfin, de mon point de vue, c'est intéressant de voir comment va réagir la SEC, mais d'un autre côté, c'est aussi pour nous entuber, c'est sûr et certain. À un moment ou à un autre, c'est pour nous entuber. Parce que du coup, on n'aurait plus accès à ce qui se font, à ce qui se fait, pardon. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Intéressant, intéressante initiative des groupes bancaires. La transparence en matière de cybersécurité est cruciale. Bah oui, voilà, c'est pour ça, en fait. Ils ne peuvent pas nous cacher les choses. Et 4 jours semble être un délai raisonnable pour informer le public. Voilà, c'est ça. Privilégions-nous la protection ou la commodité? Voyons comment cela évolue. C'est tout à fait ça. Je suis exactement d'accord. Les investisseurs, de toute façon, ils ont le droit de savoir qu'est-ce qui se passe. Si la SEC a dit que c'était 4 jours, bon, ben c'est 4 jours, mais pas plus. Et 4 jours, c'est déjà beaucoup. Et en fait, les banques, elles ont avancé l'idée que ben, parfois, en 4 jours, peut-être il n'y avait pas la solution. Et que si on commençait à mettre en place un système où on disait, ouais, dans 4 jours, je sais pas, on a un souci actuellement avec telle banque, ça pourrait donner des informations aux gens qui attaquent la banque. Donc, ils préfèrent en fait résoudre le problème avant de le divulguer publiquement. Mais bon, si ça engendre des millions et des millions, ça pourrait aussi provoquer comme, je sais pas moi, une hystérie, là, un peu, là, tout le monde est en train de péter un câble, tout le monde est en train de dire, mon Dieu, mon argent, et tout le monde se rue sur les banques et des choses comme ça. Du coup, ça pourrait provoquer un crash de la banque. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir comment la SEC va réagir à ça. Près d'une dizaine de suspects ont été interpellés ce matin par la BRB dans un vaste coup de filet. Selon les enquêteurs, l'enlèvement et la mutilation du père d'un gérant d'une société crypto et la tentative de rapt en plein Paris seraient 2 affaires liées car dirigées par les mêmes commanditaires. Ceux-ci manipuleraient des exécutants jeunes et violents recrutés sur les réseaux sociaux. Une dizaine de suspects ont été interpellés par les enquêteurs, notamment en région parisienne, pour enlèvement et séquestration en bande organisée avec actes de torture et barbarie, association de malfaiteurs et tentative d'enlèvement en bande organisée. Et quand vous savez que les mecs qui dirigent ça, ils dirigent ça de leur prison, c'est pas mal, hein? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce qui était écrit, hein. C'était écrit comme quoi il y avait un mec qui avait mis au point tout le système de sa prison. Notre amie Lagarde, elle nous dit un truc de fou, elle. Toutes les institutions européennes seront impliquées pour s'assurer que l'Europe soit équipée de la monnaie du futur, l'argent numérique. Voilà. Merci, madame. Ce pays a volé des milliards de dollars en crypto et il le fait encore en silence à l'abri des regards.
Comment la Corée du Nord est devenue la puissance la plus dangereuse de l'espace crypto et comment elle pourrait un jour viser ton wallet. Imaginez une armée sans uniforme, pas de tank, pas d'avion, mais des claviers, des lignes de code et des milliards de dollars volés. Depuis les années 2020, la Corée du Nord a construit un empire invisible, une cyberarmée au service de ses ambitions nucléaires. Et contrairement aux apparences, le célèbre Lazarus Group n'est que la surface visible d'un système bien plus vaste et structuré. Tout commence en 2014. Sony Pictures s'apprête à sortir The Interview, une comédie dans laquelle deux journalistes américains sont chargés d'assassiner Kim Jong-un. Mais le film ne plaît pas du tout au dictateur nord-coréen et la réponse du régime ne se fait pas attendre. Une attaque informatique d'une violence inédite est déclenchée. Le réseau de Sony est complètement ravagé, des téraoctets de données sont volés, des scripts de films fuitent et des mails internes embarrassants sont exposés sur Internet. Des copies de films seront même supprimées. Le chaos est total pour Sony. Michael Linton, le CEO de Sony, dira même à l'époque, ils n'ont pas seulement volé ce qu'on avait, ils ont brûlé la maison. Le préjudice est de plus de 15 millions de dollars pour réparer les dégâts causés par le hack. L'affaire choque Hollywood et remonte jusqu'au pouvoir à Washington. Un groupe de hackers ressort alors pour la première fois, le Lazarus Group. Il s'agit d'un collectif de hackers particulièrement doués, opérant dans l'ombre pour le compte de Pyongyang. En 2016, le groupe de hackers tente un nouveau coup de génie, hacker la banque du Bangladesh pour voler près de 1 milliard de dollars. Les hackers prennent leur temps et manipulent les employés via l'ingénierie sociale. Ils obtiennent un accès complet au réseau SWIFT. 36 transferts sont envoyés à la Réserve fédérale de New York. Quand la Banque du Bangladesh se réveille et donne l'alerte, la banque réceptrice aux Philippines est déjà fermée pour le nouvel an chinois. Des millions s'évaporent en quelques heures. En 2017, un ransomware puissant frappe le monde entier, WannaCry 2.0. De nombreux hôpitaux, usines et entreprises sont paralysés. Des centaines de milliers d'ordinateurs infectés, estimation des dégâts, plusieurs milliards de dollars. Heureusement, un jeune chercheur britannique, Marcus Hutchins, découvre un kill switch dans le code. Il stoppe l'épidémie en quelques heures. Mais le monde a compris, la guerre numérique a commencé. La Corée du Nord, sous sanctions internationales, a besoin de financement pour son programme nucléaire. L'uranium ne s'achète pas avec des bons d'État. La crypto devient alors un Eldorado. Fongible, difficilement traçable, accessible partout dans le monde, le régime va s'y engouffrer et il ne s'agit pas seulement de Lazarus. Car en effet, Lazarus n'est que la partie émergée de l'iceberg. En coulisses, un écosystème complet s'organise, piloté par le Bureau général de reconnaissance, donc la RGB, le service des renseignements militaires nord-coréens. C'est le RGB qui supervise toutes les opérations cyber et qui a créé une véritable galaxie de groupes spécialisés, chacun avec ses méthodes, ses cibles et son rôle dans le financement du régime. 4 branches spécialisées opèrent. Applejuice, les logiciels crypto piégés. Applejuice dispose d'une armée de hackers qui créent et utilisent de faux logiciels liés à la crypto, wallet, plateforme de trading, et les diffusent dans les différentes communautés d'investisseurs. Derrière ces logiciels, des portes dérobées permettant à Pyongyang de prendre le contrôle des ordinateurs infectés et des différents wallets des victimes. À titre d'exemple, le cas d'une fausse entreprise appelée Celas Limited qui avait créé une application nommée JMT Trading qui semblait tout à fait légitime. Mais une fois installée, elle ouvrait un accès direct aux hackers. APT38, les experts en transfert bancaire. Ce groupe vise particulièrement les banques et les institutions financières grâce à des outils comme l'ingénierie sociale, l'infiltration du réseau ou les détournements de transferts SWIFT. APT38, Advanced Persistent Threat 38, est l'unité la plus technique et la plus méticuleuse de Lazarus. Le groupe prépare ses opérations pendant des mois, voire des années,
infiltrant patiemment les réseaux internes de banques et d'institutions. Une fois en place, les hackers détournent des transactions financières de manière chirurgicale. Le piratage de la Banque du Bangladesh est leur plus gros exploit en 2016 avec près de 1 milliard de dollars ciblés. Même si le résultat de l'opération est mitigé pour le groupe, plus de 81 millions ont été dérobés sur cette opération en seulement quelques heures. APT38 est aussi impliqué dans des attaques sur des banques au Chili, au Mexique et même en Europe. Dangerous Password, spécialiste de l'infiltration par phishing. Il vise tout le monde, des diplomates aux chercheurs en passant par les employés d'entreprises crypto. Dangerous Password, c'est l'unité espionnage du groupe. Ils ne cherchent pas à voler tout de suite, ils veulent infiltrer les réseaux. Les hackers de ce groupe sont devenus experts des emails ultra ciblés, vous proposant de participer à une conférence blockchain ou une offre de job dans l'écosystème. En l'espace d'un clic sur un fichier Word ou au lancement d'une visio, votre ordinateur est compromis. Trader Traitor, le groupe le plus dangereux de tous. Ces hackers ciblent spécifiquement les plateformes d'exchange, les fonds et les projets blockchain. Trader Traitor est à l'origine des plus gros coups d'éclat du groupe Lazarus. C'est notamment eux qui ont orchestré les plus grands vols de l'histoire, le piratage de 1,4 milliard de dollars de Bybit, mais aussi celui de Robin Network, Axie Infinity avec 600 millions de dollars dérobés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces groupes ne sont pas improvisés. Ils ont des équipes spécialisées, développement, test, espionnage, blanchiment. Ils utilisent de fausses entreprises comme façade, exemple, Cela Limited, GMT Trading, etc. Ils communiquent dans un anglais professionnel et exploitent les outils les plus avancés du marché, IA, deepfake, etc. Ils se réorganisent constamment, changeant de nom, de tactique, d'outils pour rester invisibles. Ils ont probablement une salle entière de personnes qui font ça à temps plein. Ils ne dorment que quelques heures par jour. C'est un travail à la chaîne, déclare le docteur Tom Robinson. À la tête de ces groupes, un visage émerge, celui de Park Jin-hyuk, ou peut-être Park Jin-hek, ou encore Park Wang-jin. Les pseudonymes ne manquent pas pour ce mystérieux Nord-Coréen né entre 1980 et 1984. La vérité, c'est qu'on sait très peu de choses sur cet homme d'une quarantaine d'années, si ce n'est qu'avant d'être l'un des hackers les plus recherchés au monde, c'était un prodige des mathématiques originaire de Pyongyang. Il est diplômé de l'université de technologie Kim-Chaek, une école d'élite de Corée du Nord qui sert d'école de base à l'unité secrète de cyberguerre du régime. Il aurait voyagé en Chine avant de devenir aujourd'hui le cerveau du Lazarus Group. Il a été notamment aux manettes du vol des 400 000 Ethereum à la plateforme Bybit, serait le cerveau derrière l'attaque contre Sony en 2014, mais aussi contre Ronin Network en 2022 ou encore contre DMM Bitcoin en 2024. Le FBI a réussi à l'identifier et 2 mandats d'arrêt ont été émis, mais il court toujours. L'ensemble de cette machinerie ne sert qu'un seul et unique but, contourner les sanctions économiques pour financer le programme nucléaire nord-coréen. La crypto permet à Pyongyang de recevoir des fonds rapidement et sans trace. Acheter des composants sensibles sur les marchés noirs, payer pour des technologies via des mixeurs ou des plateformes DeFi, le tout sans passer par le système bancaire classique. Selon un rapport de l'ONU, plus de 3 milliards de dollars de crypto ont été dérobés par la Corée du Nord depuis 2017. La Corée du Nord a réussi ce qu'aucun État n'avait jamais osé faire, une armée de hackers comme outil diplomatique, militaire et économique. Chaque wallet crypto est désormais une cible potentielle. Franchement, Goku, là, magnifique ton thread. Magnifique. Assez propre. Oula, j'ai un coaching bientôt. Lorsque BlackRock détient 1 million de Bitcoin et que le prix atteint 1 million de dollars, ils gagneront 2,5 milliards de dollars par an en frais. Chaque année, forever, pour toujours. Incroyable. Vous vous rendez compte? Évidemment qu'ils veulent le voir monter à 1 million de dollars, leur BTC. C'est dingue. Ça, c'est un truc de fou aussi. La Floride vient de devenir le premier État à proposer une loi visant à éliminer l'impôt sur les plus-values en capital sur Bitcoin.
Oh là là, pas d'impôt sur les plus-values. Sur Bitcoin, ce serait magnifique. Après, ça reste aux États-Unis. Solana deviendra l'épine dorsale de la finance mondiale, déclare Anthony Scaramucci. Les crypto-monnaies occupent une place centrale lors de la conférence Solana Accelerate 2025. Anthony Scaramucci a déclaré que Solana n'était pas une simple blockchain, mais le futur pilier de la finance mondiale. Bon, lui, il se touche un peu quand même. Le fondateur de Skybridge Capital écrit actuellement un nouveau livre intitulé Solana Rising et affirme que la plateforme pourrait révolutionner la finance traditionnelle. Scaramucci a souligné que près de 7 000 milliards de dollars sont dépensés chaque année dans le monde pour la vérification des transactions. Il estime que l'infrastructure rapide et peu coûteuse de Solana pourrait réduire considérablement ses coûts. Il a comparé Solana au Bitcoin, mais pour des actifs réels comme les actions et les obligations. L'idée d'introduction en bourse sur la blockchain pourrait également supprimer la nécessité d'un compte bancaire, rendant ainsi l'investissement plus accessible. L'adoption institutionnelle est en cours, selon Scaramucci, qui affirme que de grands acteurs comme JP Morgan observent déjà attentivement la situation. Il prédit que Solana permettra aux utilisateurs de miser, de prêter et de générer des rendements comme dans la finance traditionnelle. Les dirigeants de la fondation Solana estiment également que la tokenisation pourrait permettre à chacun de devenir investisseur, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités aux utilisateurs particuliers du monde entier. On se détend un peu quand même sur Solana, hein, mais, mais les annonces sont pas mal. 2,6 millions ont été volés. Alors, c'est quoi le délire? 2,6 millions de dollars volés lors de l'attaque par empoisonnement. Un utilisateur vient de perdre 2,6 millions de dollars en USDT sur deux transactions après avoir été victime d'une arnaque à l'adresse empoisonnée. Les escrocs ont inséré une adresse quasi identique dans l'historique des transactions de la victime, la poussant à envoyer des fonds à la mauvaise adresse. Ça fait cher, là. Oh, ah ouais. Oh, les boules. Oh, les boules. Artrade. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Artrade? On va aller voir ça. Le petit résumé de la semaine. Mise à jour hebdomadaire sur la croissance des membres de la DAO depuis fin novembre. Le nombre de stackers a augmenté de 64%, changement depuis la semaine précédente. Deux membres ambassadeurs, plus moins deux membres sponsors. Donc, il y en a deux qui sont partis. 10 membres supporters, 68%. Nous ne le suivons pas ici, mais nous avons également 86 membres sur la plateforme DAO. Real DAO a ajouté au total des membres DAO, donc au total, nous sommes 684. Ah, mais on a déjà vu ça. Pourquoi est-ce qu'il me le remet? Oh là là. Récemment, nous avons vu le responsable de l'Alliance d'entreprises et des entreprises de XDC rejoindre un panel organisé par le Qatar Financial Center sur l'utilité de la tokenisation RWA. L'année dernière, le gouvernement du Qatar a officiellement commencé à adopter les actifs numériques et la DLT. Cette société a été initialement créée sous le nom de Qatar Digital Asset Labs. Nous y avons vu à la fois HBAR et R3 Corda impliqués comme les seules plateformes DLT. Pouf. Il voit clairement le côté de l'entreprise DLT qui apporte une réelle utilité. Et comme nous le savons, XDC a ses propres liens respectifs avec Edera et Corda. Et plus important encore, correspondant parfaitement à cette même catégorie exacte d'Enterprise DLT. La tokenisation au niveau institutionnel et gouvernement et l'adoption globale de la DLT sont désormais une réalité dans le monde entier. Et XDC joue un rôle aussi important dans ce changement que n'importe quel autre DLT dans cet espace. Eh oui, eh oui, eh oui, comme d'habitude. Allez, voici à quoi ressemble l'avenir du développement web. Grâce à Accurate, donc je vous en ai parlé, d'accord? C'est le projet où vous pouvez vous servir de vos téléphones pour oh mince, en tant que fournisseur de puissance de calcul. Grâce à Accurate, j'ai utilisé leur fonctionnalité Vibe Code and Deploy pour créer et déployer un site web en direct en quelques minutes, le tout à partir d'une simple invite. C'est propre, hein?
Incroyable. Il vous explique en plus avec la vidéo et tout. Franchement, c'est de la bombe. C'est un bon contenu, ça. C'est un bon contenu. Donc voilà, les amis, on a fait le tour de tout ce qu'on voulait voir sur les news de la crypto. Je pense qu'on est bon. On a vu, ça c'est le fameux dossier, donc sur ça on s'en fout. Ça c'est bon. Les graphiques, on s'en fout un peu. BTC, il se maintient. Voilà. L'économie, ça on a vu. Ça on a vu. Ça on a vu. Ça aussi, on n'a pas besoin. Ça on a vu aussi. Ouais, on a tout vu. On a tout vu. J'ai un coaching qui commence dans 10 minutes, donc j'ai pas le temps de faire la partie du monde. On verra ça une autre fois. Je vous souhaite très bonne fin d'après-midi et je vous dis à peut-être demain. Peut-être demain, on verra comment ça se passe. Allez les buddies, à demain. Ciao.